RTL Réunion, On refait la réunion. Jean-Louis Rabou, Éric Michel. Nous accueillons Alex au standard. Bonjour Alex. Bonjour messieurs, bonjour. Bonjour Alex. Bonjour Alex. Je vais essayer de vous parler de football, mais je suis pas spécialiste, alors ça risque de dériver un petit peu. C'est bon, vous êtes avec des non-spécialistes, c'est bon. Pourquoi l'UPR n'est pas spécialiste en football? Oh, il y en a sans doute, mais c'est pas mon cas. Allons-y. Bon, je lisais hier un article dans un grand quotidien économique, grand par le pouvoir de ses actionnaires, je précise. Cet article risquait à quelques pronostics sur le match France-Allemagne et il le faisait à coup de statistiques. Et il y en a une qui m'a bien amusé, c'est le journal demandait quel point commun il y a entre l'Euro de foot de 84 et la Coupe du Monde de 98. La réponse, c'est que ces tournois ont été organisés dans l'Hexagone et se sont soldés par une victoire française. Donc le sous-entendu, c'est assez évident, c'est que la France n'est jamais aussi forte que lorsqu'elle fait les choses à sa façon, avec le peuple français uni derrière ses représentants. Et si, au passage, si jamais on perd dimanche, si on en croit le journal Les Échos, ça voudra peut-être dire qu'on n'est plus tout à fait en France. Oh là, c'est un peu tiré par les cheveux là. C'est des raccourcis, mais alors, comme vous aimez le faire. Si on transposait maintenant le sujet, cette logique-là, en dehors des terrains de foot, c'est-à-dire s'il y a la place de l'euro, alors la monnaie taillée sur mesure pour les Allemands, si on retrouvait notre monnaie nationale et la liberté de jouer sur son taux de change, on pourrait peut-être retrouver une bonne partie de notre compétitivité. On arrêterait peut-être de fermer une usine par jour en France, et puis on pourrait peut-être même gagner à la fin. Si on sortait de l'OTAN, on pourrait peut-être décider de nous-mêmes si on doit bombarder ou non tel ou tel pays. Ça éviterait peut-être quelques attentats, et puis on pourrait sortir de cet état d'urgence permanent. On se ferait peut-être beaucoup plus d'amis que d'ennemis, et on serait peut-être amis avec la Russie, comme autrefois. Et là aussi, peut-être qu'on gagnerait à la fin. D'accord. Et enfin, si on sortait de l'Union européenne, c'est d'ailleurs la seule façon légale de sortir complètement de l'euro et de l'OTAN, si on dénonçait tous ces traités européens qui ne sont pas modifiables, si on retrouvait le droit d'écrire des lois qui sont bonnes pour les Français, on arrêterait peut-être de délocaliser, de détruire nos emplois, on arrêterait peut-être de brader nos services publics, de subir la dictature des lobbies. Bon, si tout ça vous fait rêver comme moi, j'en doute pas. Il faut donc pas adhérer à l'UPR. On a bien compris, Alex. Dans l'immédiat, je vais vous rappeler que le Frexit est possible de l'amorcer dès 2017, et vous verrez qu'on ne dira plus qu'à la fin c'est l'Allemagne qui gagne. Et dans beaucoup de domaines, en dehors des terrains de foot, on pourra dire qu'à la fin c'est la France qui gagne. La France, vous la voyez gagner également dimanche? Elle finira par gagner. Non, mais dimanche, il faut qu'elle gagne ou elle perde. Il n'y a pas de... Oui, mais moi je vais au-delà. Il faudra qu'elle choisisse le bon candidat en 2017. Non, je ne vous parle pas de la politique, Alex. On peut quand même vous parler d'autre chose dans votre vie, j'espère. Donc on parle de football. France-Portugal, vous choisissez qui et vous voyez quel pronostic? Je choisis le patriotisme français, même si le foot, au fond, j'en ai pas grand-chose à foutre. Mais je choisis la France. Bon, très bien, on l'a compris. Merci Alex. Très bonnes vacances à vous. Bonne journée, bonnes vacances. Merci Alex. Au revoir. J'espère que vous avez également des vacances. Vous ne faites pas la politique tout le temps. J'en prendrai quand on sera libéré. Moi, lâchez-vous. si j'en crois Alex, je pense que son plus grand plaisir serait de voir en finale, en fait, la France affronter la France. Une France qui affronte une certaine France, effectivement. Merci, on vous retrouve dans un petit instant. Et on reprend, parce que je vous avais interrompu sur ce thème de l'Europe. Vous vouliez rajouter quelque chose avec Jean-Louis Rabou tout à l'heure, avant d'accueillir notre auditeur? Non, j'avais répondu, je disais que moi, je n'étais pas utopiste et moi, la mondialisation, j'en voulais pas forcément. Par contre, je veux une Europe forte, pas une Europe isolationniste, pas du tout, Jean-Louis, c'est pas du tout ce que je veux. Moi, je veux que ce soit une Europe qui soit un partenaire digne par rapport au bassin méditerranéen, par rapport à l'Afrique, par rapport aux États-Unis d'Amérique, par rapport à l'Amérique du Sud, par rapport à l'Asie. Mais je veux quelque chose qui soit construit, et que tous les Européens, on ait tous les mêmes droits, les mêmes devoirs. Quand je parle de fiscalité, je vous rappelle, Gilbert parlait de la création d'entreprises. Quand vous regardez que simplement les impôts sur les sociétés, selon si vous êtes en Irlande, en France ou en Italie, vous payez pas la même chose. C'est pas possible. Aujourd'hui, on est dans une discrimination permanente en matière de fiscalité en Europe. Et ceux qui disent que l'Europe affaiblit la France, vous répondez quoi, Mais moi, au contraire, je crois que l'Europe est une chance pour la France. Il faut qu'on aille plus vite en Europe et qu'on aille vers une intégration européenne. Moi, j'y crois fondamentalement. Pour la défense, vous imaginez depuis les attentats, on voit très bien et légitimement que la France a fait des efforts en matière de
financement militaire, de financement de sécurité. Si on réfléchit au niveau européen, on pourra ouvrir, on pourra apporter une meilleure concertation et de meilleurs échanges. Je pense pas que tout à l'heure Alex parlait de l'OTAN comme le grand diable tiré un peu par les États-Unis d'Amérique. On peut très bien imaginer qu'il y a une véritable défense européenne, comme il y a eu le corps franco-allemand il y a quelques années. Mais il faut continuer, il faut aller vers plus d'intégration. Il faut vraiment qu'on donne du pouvoir aux élus européens et pas du tout à l'administration européenne. C'est peut-être la grossière erreur de ces 3 dernières décennies. Jean-Louis. Oh, j'ai pas grand-chose à rajouter, sinon de dire que la mondialisation, c'est vrai, le monde libéral dans lequel on vit, c'est pas forcément très réjouissant. Je parlais de citoyens du monde, je veux dire, si on pouvait être citoyen du monde. Quand je parlais des égoïsmes de l'Europe, je pensais aux migrants. Je disais tout à l'heure que l'Europe, je crois, c'est 7% de la population mondiale. Si l'Europe ne peut pas accueillir quelques dizaines de milliers de migrants, c'est vraiment désolant. J'imagine qu'en 1940, quand les gens quittaient la zone occupée pour aller vers le sud, ils n'auraient pas aimé qu'on les chasse en disant « vous n'êtes pas de chez nous, rentrez sur Paris », etc. Je veux dire, 30, 40, 50, 100 000 migrants dans un espace Europe très riche et qui ne contient que 7% de la population mondiale, c'est se moquer du monde. Alors je sais bien qu'on s'en moque quotidiennement, puisque très près de chez nous, entre Anjouan et Mayotte, ce sont tous les ans des centaines de personnes qui vont au fond de l'océan et on s'en fout éperdument. Mais je veux dire, c'est ça que j'appelais la mondialisation. C'est pas la mondialisation, c'est être citoyen du monde, c'est se préoccuper de ce qui se passe à côté, au-delà des pointillés des cartes qui ne sont que des pointillés sur les cartes. L'homme reste l'homme. La réplique de non, la réplique, je répondrai simplement en rendant hommage à Michel Rocard qui a été enterré hier. Je me rappelle qu'en 1990, il avait lâché une phrase qui était très juste, me semble-t-il. Alors, il était Premier ministre et il avait dit que la France ne pouvait pas accueillir toute la misère du monde. Je pense qu'à l'échelle européenne, c'est pareil. Il y a un moment où on doit... je crois qu'il faut d'abord s'occuper de ses propres populations avant de recevoir les autres. On a un rôle, peut-être qu'on a un phare que l'Europe est peut-être un phare en matière de réflexion, de démocratie, mais on peut pas accepter tout le monde, c'est pas possible. Je veux dire. On accueille Thierry, puis je vous redonne la parole Jean-Louis pour pas faire trop patienter notre auditeur. Allez-y Thierry. Bonjour. Oui, voilà. Écoutez, moi par contre, au sujet de l'Europe, moi je pense autrement. Moi je pense que pas une Europe où tout est dans le même panier. L'Europe, pour moi, c'est une sécurité, on va dire, d'ensemble. Mais après que tous les pays doivent garder leur culture, leur dignité, leur manière de vivre. Sinon, les France et autres pays, appelons-nous tous Europe. C'est peut-être ça le problème, c'est que il n'y a pas d'égalité à 100% entre les pays. C'est peut-être ça aussi le problème. Oui. Chaque pays a sa souveraineté. Ça crée des différences et la différence, en général, est très bon pour l'évolution des mondes, des peuples. D'accord. Donc pourquoi vouloir toujours tout partager, tous pareils, tous de la même couleur, c'est pas possible. C'est pas possible à mon avis. Et c'est ça l'Europe aujourd'hui qui pose problème, parce qu'on fait croire à tout le monde que voilà, là où on sera dans l'Europe, on sera toujours logé à la même enseigne, etc., etc. Et moi, je pense que c'est pas vraiment une bonne idée. L'Europe de la sécurité, oui. Je dirais de la solidarité, oui, mais à partir et après que chacun garde sa souveraineté. Dans les différents domaines, on a bien compris. Avec ces différences, si on a plus de différences, je vois pas trop l'intérêt. Il faut qu'on garde, sinon il nous faudra des dizaines, peut-être des centaines d'années avant que tout ça soit réuni en fait. On peut pas le réunir comme ça. Une réaction rapide, après je vous redonne la parole Thierry. Oui, Thierry, non, quand je dis qu'il faut une uniformité au niveau européen, c'est pas du tout que la disparition d'un art de vivre. J'imagine bien qu'entre le Munichois, le Barcelonais et l'habitant de Lisbonne, il y a des arts de vivre différents. C'est pas ce que je recherche. C'est pas ce que l'art de vivre, il peut rester, le mode de vie peut rester le même, mais sur les grands thèmes, ce qui nous feront avancer, nous devons être plus unis. C'est important, c'est même essentiel, sinon nous n'y arriverons pas et nous resterons entre deux eaux comme aujourd'hui et il y aura des pays qui seront tentés de quitter l'Europe, donc de l'affaiblir, et ça c'est très dangereux. Thierry, c'est à vous. C'est peut-être l'Europe aussi, l'Europe dont j'entends vous parler, je sais pas si, peut-être je vous comprends pas vraiment
vous voulez dire. C'est peut-être cette Europe-là qui fait un effet aimant et qui attire justement tous les gens qui sont autour et puis qui se dit écoutez voilà, c'est l'Eldorado, au lieu de les inciter à développer leur chez eux, tout simplement voilà, on a fait l'Europe comment dire ça, moi cette Europe-là, moi ça me plaît pas vraiment. D'accord. Moi je ne veux pas de cette Europe-là, moi je veux une Europe je veux dire comme je disais, de sécurité, mais pas l'Europe qui règle tous les problèmes de tout le monde. C'est pas possible. Les pays doivent s'assumer et aussi comme ils l'ont fait avant l'Europe d'ailleurs. Voilà. Thierry, vous avez la chance d'être notre dernier auditeur de cette saison, donc à vous de conclure de belle manière cette saison. On refait la Réunion. Je vous écoute. Voilà, bonnes vacances. Voilà, tout simplement. Bonne conclusion. Voilà. Bonnes vacances à vous aussi, Thierry. À très bientôt. Jean-Louis, sur l'Europe, vous vouliez intervenir tout à l'heure également. Désolé de vous avoir interrompu. Déjà, par rapport à ce que dit Thierry, pour dire que si beaucoup de populations viennent ou veulent venir en Europe, c'est que, sortons du pessimisme ambiant, l'Europe est riche. L'Europe est en paix et c'est pour ça qu'autant de populations pourchassées, qui crèvent la faim dans leur pays, qui subissent la guerre civile ou la guerre tout court, veulent venir en Europe. On ne vient pas par hasard en Europe, on vient en Europe parce que l'Europe est riche, répétons-le, riche, et qu'elle est en paix. Et je pense que la paix, c'est quand même une chose essentielle. Pour revenir sur ce que disait Philippe, j'adhère tout à fait à son propos, aller vers une Europe plus, comment dirais-je, plus uniforme. Ça ne retire en rien la liberté culturelle, le respect des traditions. Mais Michel Rocard, lui, dit, pour reprendre ce que disait Philippe tout à l'heure, Michel Rocard disait en effet que la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Ensuite, il rajoutait 3 points et il poursuivait en disant « mais elle doit en prendre sa part ». Et c'est ça qui est parfois contestable. Et quand je disais tout à l'heure l'Europe des égoïsmes, c'est quand on ne veut pas prendre sa part. Et que je sache, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, prendre 10, 20 ou 30 000 migrants dans un pays de 60 millions d'habitants, si ceux qui disent que ça n'est pas faisable sont des hypocrites et sont des mesquins et sont des égoïstes. Voilà. Et je ne vais pas revenir. Je disais tout à l'heure, en période quand la France était occupée, pendant l'exode, les gens étaient bien contents de trouver refuge ailleurs. On va jouer contre le Portugal dimanche prochain. Et il y a quelques décennies, beaucoup de Portugais sont venus en France. Ils ont fait leur bonheur et ils ont fait le bonheur de la France. Sur RTL Réunion, on refait la Réunion. Jean-Louis Rabou, Éric Michel.